En dépit des progrès économiques réalisés ces dernières années, la gouvernance demeure un grave problème en Afrique. Avec ses énormes potentialités, les pays du continent auraient pu compter parmi les plus développés de la planète. Mais hélas, les crises politiques ajoutées à une corruption rampante, tout ceci sous le couvert d'une opacité qui s'invite dans la gestion des affaires publiques, constitue notamment un cocktail explosif qui semble retarder l'émergence des peuples. Des institutions comme le PNUD, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international affichent la bonne gouvernance comme étant le plus important des facteurs dans l'éradication de la pauvreté et la promotion d'un développement durable. Mais certains experts et autres universitaires n'y voient pas forcément une clé suffisante pour atteindre l'émergence, mais plutôt un aboutissement des efforts de développement. La bonne gouvernance, une condition nécessaire et suffisante du développement en Afrique, c'est le thème de ce numéro. Merci de prendre le rendez-vous. Place au débat. J'accueille pour ce numéro d'Espace Éco consacré à la corrélation entre bonne gouvernance et développement économique. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, Monsieur Crépi. Administrateur civil à la retraite, vous êtes également un ancien fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Bienvenue. Merci beaucoup. J'accueille également Henri Gouton, bonjour. Bonjour, M. Crépi. Spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé. Vous êtes également le président du Conseil national pour l'exportation, CNES, au Bénin. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, M. Crépi. Alors, la bonne gouvernance, c'est quand même un concept assez vaste. Mais qu'est-ce qu'on y met de façon concrète, M. Badirou? D'entrée de jeu, je dirais, avant que le débat ne vous convainque à cela, que la bonne gouvernance est l'épine dorsale du développement harmonieux d'un pays. Comment? Je répète, la bonne gouvernance est l'épine dorsale du développement harmonieux d'un pays. Et pour cause, la bonne gouvernance sous-entend la bonne planification, le bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, la liberté de presse, séparation des pouvoirs, la justice vraiment libre et indépendante, la lutte contre la corruption, la liberté syndicale, le respect des textes et l'application des lois, etc. Autant d'indices. Autant d'indices de la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a la bonne gouvernance, on ne pilote pas à vue. Tout est prévu et réalisé. Là, il n'y a pas de gabegie. Voilà, pour d'entrée de jeu, ce que c'est que la bonne gouvernance. On ira dans les détails plus tard. Monsieur Bouton, c'est également votre point de vue? Je vais un peu nuancer, bien que je suis d'accord avec lui. Pour moi, d'abord, le développement, c'est produire la richesse et la partager. C'est comment est-ce qu'un pays, dans une démarche collégiale, se met ensemble pour produire cette richesse et la partager, de manière à ne pas créer des déséquilibres, de manière à ne pas créer des frustrations, de manière à ne pas s'arroger des droits que l'un ou l'autre n'a pas. Et celui qui produit la richesse, c'est les acteurs du secteur privé, parce que ce sont eux qui produisent la richesse, et celui qui régule et qui a l'obligation d'être le veilleur et le premier acteur de la bonne gouvernance, c'est l'État. Parce que son rôle, c'est de faire fonctionner l'ensemble des mécanismes, l'ensemble des acteurs de manière harmonieuse, à avoir une complémentarité. Et là où le bas blesse, n'est-ce pas, c'est que la structure en charge d'établir une bonne gouvernance ou d'établir cette collégialité, n'est-ce pas, pose de gros problèmes et n'a pas les capacités professionnelles nécessaires pour comprendre quelle est la mission qui est la sienne dans cette régulation. Et lorsque l'on arrive à établir une bonne gouvernance de nature à ce que ce cadre réglementaire soit performante, oui, en soi, il y a bonne gouvernance. Il y a mauvaise gouvernance quand on est incapable d'établir des règles de fonctionnement de la cité
et qu'on passe au-dessus de ces règles-là et qu'on ne les respecte pas, oui, il y a mauvaise gouvernance. Donc, nécessairement, la bonne gouvernance est un outil indispensable permettant d'avoir la performance économique et l'équité sociale. La performance économique et l'équité sociale. Alors, les analyses du programme des Nations Unies pour le développement PNUD montrent que les paramètres de bonne gouvernance, tels que les transitions démocratiques, la gestion financière publique et la stabilité, ont un impact beaucoup plus important sur la croissance économique que les prix des matières premières, par exemple, ou l'augmentation des revenus de la classe moyenne, par exemple. Comment peut-on l'expliquer, M. Badiro? Je suis parfaitement d'accord, entièrement d'accord avec l'analyse des organisations internationales. Et pour cause. Nous avons vu tellement de pays qui ont beaucoup de richesses du sous-sol et qui demeurent dans la pauvreté aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. S'il y avait la bonne gouvernance, les ressources générées par ces ressources minières ont servi à bon escient. Mais s'il n'y a pas la bonne gouvernance, ce serait de la gabegie et vous n'en tirez rien. Je vais prendre un seul exemple. Allez-y. Les ressources du sous-sol, bien entendu, ça produit de la richesse. Mais il faut encore savoir, si nous prenons le cas de la saga Pétrolium au Bénin, nous avons dit que nous avons du pétrole. Nous l'avons au moins exploité pendant au moins 5 à 10 ans. Ça n'a donné aucun sou dans la caisse de l'État. Au contraire. S'il y avait bonne gouvernance, on aurait su si notre pétrole était exploitable ou non. Et savoir quel serait l'impact économique de la chose. Mais si on n'en sait rien, on va à l'aveuglette. Finalement, on n'en tire rien. D'un autre côté, nous avons vu beaucoup de pays africains, si nous prenons le cas du Zaïre. Du Congo. Du Congo. Ben, ils ont plein de ressources minières. Mais sont-ils sortis de la pauvreté? Non, parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance. La bonne gouvernance vous permettrait d'appliquer la bonne gestion des affaires. La bonne gestion de ces ressources, par exemple. La bonne la gestion des affaires en général. Vous voyez, lorsqu'il y a la bonne gouvernance, vous faites moins de pertes. Vous savez là où vous allez. Vous ne pilotez pas à vue. Et c'est ce qui manque à beaucoup de pays africains aujourd'hui. On peut donner tant d'exemples de pays à ressources minières énormes et qui jusqu'ici ne sont pas sortis de la pauvreté. Si nous payons les pays du Moyen-Orient simplement du pétrole, ils sont à l'aise. Mais vous voyez les pays africains à potentialité géologique formidable. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et rien qu'à cela, vous devez savoir que la bonne gouvernance est un levier à l'essor économique. Lorsque vous gérez bien, vous planifiez, vous évoluez. Lorsque vous ne planifiez rien, vous ne savez même pas où vous en êtes, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que vous n'en avez rien fait de vous avez fait du surplace. Et ça, je suis entièrement d'accord de l'analyse du PNUD et des institutions internationales qui disent que la bonne gouvernance est un levier pour l'essor économique. Alors, M. Bouton, le cas de la République démocratique du Congo, par exemple, une catastrophe géologique, mais la pauvreté qui est rencontre semble étayer l'analyse du programme des Nations Unies pour le développement qui pense que la bonne gouvernance a plus d'impact sur la croissance économique, beaucoup plus que les ressources du sous-sol. En réalité, ce qui me gêne un peu dans cette terminologie qu'utilisent, disons, le PNUD, les banques mondiales et consorts, c'est que la bonne gouvernance a toujours existé depuis la nuit des temps. C'est un outil nécessaire de visibilité, de clarté. Lorsque vous êtes sur le plan macro, les finances publiques ont une orthodoxie. Et ceux qui gèrent les finances publiques savent que vous devez avoir de la transparence, de la clarté et respecter les manuels de procédure qui existent. Mais pourquoi
on fait encore du surplace. Pourquoi on ne les exécute pas, ces règles qui sont existantes? J'en viens. Vous avez le macro, qui est doté d'une incompétence notoire, ceux qui dirigent nos pays sur le plan macroéconomique. Vous avez les entreprises qui sont des micros, n'est-ce pas? Eux sont des micros. Mais lorsque l'entreprise ne respecte pas les règles de bonne gouvernance, le contrôle fiscal est là pour appeler à l'ordre, le contrôle de l'emploi, il y a des tas d'outils qu'on lui envoie chaque année ou tous les 3 ans. Il dépose son bilan pour qu'on s'assure qu'effectivement la masse est ceci et cela. Les parlementaires sortent le budget annuel dans lequel on dit on attend des entreprises tant et tant. Payer telle taxe, payer tel impôt, payer ceci, payer cela. Et lorsque vous ne respectez pas la bonne gouvernance dans votre entreprise, vous êtes sanctionné par la puissance publique. Bien sûr. Mais qui sanctionne la puissance publique lorsque elle-même va dans une sorte de dérive notoire où elle confond la caisse de l'État à sa poche? Et c'est parce que les conséquences graves de la capacité de nuisance de ceux qui ont la charge de la gestion au quotidien du service public, je parle de l'ensemble de ces fonctionnaires et de leurs patrons qui sont les élus politiques qui arrivent, font une main basse sur l'ensemble de ces ressources à des fins purement personnelles, donc créer des dérives de nature à ne pas optimiser le potentiel du pays. Et à partir de là, le programme des Nations Unies et la Banque mondiale, vous savez que c'est une structure qui appartient aux États. C'est les États qui sont membres des Nations Unies. C'est les États qui sont membres à la fois de la Banque mondiale ou de la BAD et ainsi de suite. Mais lorsque les peuples souffrent et on constate que la pauvreté est au rendez-vous, ils ont été obligés de faire le bon ménage à l'interne et ont commencé par demander, vous devez désormais faire en sorte que avoir, disons, une démarche de loyauté et de sincérité vis-à-vis du peuple pour que cette richesse dont vous avez la charge, parce que sur le plan macro, vous savez que les impôts vont chez eux, les ressources minières vont chez eux, et l'État est censé retourner tout ce qu'il a eu comme recette, ressources, pour que les entreprises accompagnent les entreprises à faire le développement. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une cassure. Et c'est pour cela qu'on a monté ça en épingle. De quelle cassure est la question? La cassure, c'est que vous voyez une classe en haut très riche, n'est-ce pas? L'homme politique est très riche, des fonctionnaires très riches. Pourtant, on ne sait pas comment que ça se passe. Et vous avez cette population qui est très pauvre, qui vit difficilement et qui mange difficilement. Donc, il y a une cassure. Et on leur demande d'aller voter tous les 5 ans. Donc, vous constaterez que avant on parlait de plan comptable, on a commencé à parler de droit comptable, c'est la bonne gouvernance. Avant, on se disait que quand vous établissez vos budgets qu'on sort, avant, chaque pays travaillait dans son petit coin. On a créé l'UEMOA. Vous savez que la CEAO avant, c'était un échec et en 1994, on a créé l'UEMOA de nature à ce que désormais, chaque gouvernant se présente tous les 3 mois à l'UEMOA pour présenter et qu'il y ait une clarté dans le dispositif. Est-ce que cela a changé quelque chose? Je vais vous dire une chose. Hein. Je laisse répondre d'abord. La bonne gouvernance, c'est de l'ordre. La bonne gouvernance, c'est le respect des textes, comme on l'a dit. La bonne gouvernance, c'est la priorité des besoins prioritaires. Lorsque vous êtes dans la bonne gouvernance, toutes ces dérives ne vont pas avoir lieu, puisqu'il y a des contrôles. Mais lorsqu'il n'y a pas de bonne gouvernance, c'est à quoi nous assistons dans les pays africains. Tous les gouvernants qui arrivent, ils ne font qu'à leur tête. Ils ne sont pas dans un cadre de gestion formelle. Ils font à leur tête. Ils ne respectent même pas le budget qu'ils ont tissé. Vous devez voir que ce que nous disons frappe à l'œil, tape à l'œil. Les pays africains à forte potentialité minière n'avancent pas. Vous allez voir certains pays qui n'ont même pas de ressources minières qui avancent parce qu'ils savent gérer les petites économies qu'ils ont, les ressources qu'ils ont, si c'est ressources agricoles. Ils sont dans un cadre de gestion convenable.
qui respectent les normes de gestion, en réalité. Mais dans nos pays africains, en général, qu'est-ce qui se passe? L'élu, le président par exemple, pense qu'il a des droits plus que des rois. Il peut se lever un jour, dire, bon, je veux créer tel projet, mettez-moi des milliards dedans. Et c'est ce qu'il fait. Et personne ne dit rien. Il sort carrément, il confond l'État à sa propre propriété, à son patrimoine. Mais lorsqu'il y a la bonne gouvernance, il y a séparation des pouvoirs. Il y a ceux qui peuvent lui dire, ah non, vous dépassez votre limite. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Lorsqu'il y a bonne gouvernance, on classifie les besoins par ordre d'importance et on réalise. Lorsqu'il y a bonne gouvernance, on ne fait pas du pilotage à vue. Tout est cadré. Là, on a quand même l'impression que cette histoire de bonne gouvernance reste souvent à l'étape de la théorie. Et des fois, on a également l'impression que ces institutions internationales, qui sont là un peu comme des soldats, sont un peu complices C'est là où je voulais en venir. De tout ceci en Afrique. C'est là où je veux en venir. Les institutions internationales n'interviennent pas dans la gestion des pays. Mais ce sont eux qui allouent les ressources. Non, ils accompagnent. Lorsqu'on vous met telle allocation à votre disposition, c'est vous qui allez déterminer vos besoins à l'usage de ces allocations. Mais ils ne sont pas là pour vous contrôler. Ils ne sont pas là, ils sont là pour vous assister, vous conseiller. Tout simplement. Et ils sont prêts à vous redonner encore des ressources, même si c'est mal géré. Mais non, de toute façon, on sanctionne. Quand c'est mal géré, que c'est visible, on sanctionne. Il y a des projets qui s'arrêtent parce qu'on voit qu'ils n'utilisent pas les fonds à bon escient. Non, n'incriminez pas les institutions internationales. C'est pas mon intention. Bon, les institutions internationales jouent leur rôle pleinement. Mais nos États, parfois, quand un représentant résident veut aller trop loin pour les contrôler, il demande son renvoi. On le rappelle. Il demande qu'on le rappelle. Donc, ils sont aussi obligés de faire attention, de jouer, serrer la diplomatie avec eux. Parce que nos dirigeants africains, ils se prennent pour des rois, ils font ce qui ne passe pas à la tête. Et les cadres africains ne sont pas prêts à démissionner parce qu'ils ne veulent pas perdre leur position. Alors justement, M. Bouton, dans cette situation, qui doit pouvoir arrêter la saignée? La saignée est terrible. La saignée va s'arrêter lorsqu'il y a faillite de l'État. Nous savons désormais que même un État peut aller en faillite. Avant, on pensait que c'est les entreprises qui allaient en faillite. Et ils avaient beau rôle de gérer le pays au lance-pierre, en disant, c'est nous qui avons le pouvoir. Je suis là pour 30 ans, je suis là pour 40 ans, moi fonctionnaire, toi tu pars 5 ans, tu partiras, je vais gérer comme je l'entends et comme je veux. Alors, mais ce qui est dangereux dans cette démarche-là, quand vous prenez l'ensemble de ces organisations, je ne les jette pas la pierre, mais vous constaterez ceux qui occupent des postes au sein de ces organisations sont d'anciens ministres, d'anciens collègues. Ils se disent, nous sommes un ancien collègue. Mais c'est parce que le désastre et la saignée est telle. Parce que pourquoi? Ces gens, ça se disent, qui va contrôler qui? Et c'est pour cela, nous y avons travaillé. Et nous avons désormais qu'il y ait des cours des comptes dans chaque pays. De nature à ce que même la présidence, même chaque ministère, même chaque syndicat ou toute personne recevant des fonds publics, on puisse aller faire un contrôle. Vous vous rappelez ici, lorsqu'un président, je ne vais pas citer le nom, a voulu aller vérifier les fonds publics qui sont envoyés vers un groupe de syndicats, vous avez vu comment est-ce que ceux-ci se sont opposés en disant non. Alors que quand vous recevez des fonds publics, vous devez accepter qu'on vienne regarder ce que vous en faites. Et ce qui se passe dans ce cas. Alors, vous allez voir comment est-ce que les pays de l'UEMOA, parce que quand nous on a travaillé, ils ont traîné les pieds pour instaurer la Cour des comptes dans leur constitution. Le Bénin, c'est pire. Le Bénin, jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, n'est même pas encore, n'a pas créé la Cour des comptes. Il y a une chambre des comptes. Mais la chambre des comptes, on sait que c'est une sorte
de parenthèse. Ce n'est pas ça qui est intéressant. La Cour des comptes repasse à travers tous les différents et voit les gabégies, les désordres, les différents éléments. Et c'est des gens qui sont totalement indépendants. Et tout le monde sait, ils savent tous, que lorsque cette Cour des comptes sera mise en place, ils vont pouvoir rendre compte de qui que vous soyez, de ce qu'il en est. Et on a vu les réticences dans tous les pays de l'UEMOA. Est-ce qu'il suffira de mettre en place une Cour des comptes pour arrêter le problème? Parce que nous avons des institutions en Afrique, mais les problèmes se posent toujours. Mais il s'agit d'avoir des institutions fortes. Non, je dis ceci. Vous savez, on a oublié pourquoi on a créé l'UEMOA. Tous les États étaient en faillite en 89, 90, 89. Tous les États étaient en faillite. Les banques étaient en faillite. Parce que l'ensemble des dirigeants ont géré nos pays comme, disons, un épicier, comme des épiciers. Et c'est pour cela qu'on a établi d'autres règles de gouvernance depuis 1994, depuis la dévaluation, pour progressivement commencer par assainir. Parce que quand vous avez dans un lieu où vraiment les gens ont tellement volé, pillé, mangé, pour nettoyer l'écurie, il faut du temps. Et ce temps nous a mené à quoi? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas déposer de l'argent dans une banque sans qu'on sache d'où ça vient, n'est-ce pas? Il a commencé par avoir des vices. Et c'est une démarche progressive pour arriver à quoi? Pour arriver à assainir et donner ce qu'on appelle le bon comportement à ceux qui ont la charge de la gestion publique. Parce que les acteurs qui ont la charge de la gestion publique, tous ces acteurs-là se disent « je suis chez moi et cet argent m'appartient, je peux en utiliser ». Lorsque vous qui avez la charge de servir d'exemple, de référence, et qui avez accepté d'être au service du peuple, et que vous vous comportez comme les patrons de ce peuple, alors que non, vous êtes au service de ceux-ci. C'est leurs impôts que vous utilisez, c'est leurs ressources minières que vous utilisez, c'est leurs ressources de leur sueur que vous utilisez, et que vous comportez comme des roitelets, et comme dans un coup plutôt, c'est ça que nous avons progressivement travaillé à faire en sorte qu'on y travaille. Et aujourd'hui, vous allez constater que chaque État, n'est-ce pas, a des règles de convergence à respecter. Si vous ne respectez les règles de convergence, vous allez voir aujourd'hui en Europe par exemple, vous constatez quand l'Italie a voulu aller au-delà, on les a été rejetés. Et désormais, aucun État ne peut plus se lever pour dire je vais faire ce que je veux sans respecter ces règles-là. Et justement, de ces règles ont été... 15-20 ans, ce sera assaini. Justement, de ces règles ont été instaurées en Afrique, mais ça ne porte pas toujours des fruits. Malgré toute l'organisation mise en place, même s'il y avait la Cour des comptes, elle sera soumise aux ordres. Elle sera aux ordres. Nous avons vu toutes les institutions de régulation de l'administration publique. Nous avons vu toute l'organisation de l'administration publique. Nous avons vu la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que nous assistons? Même l'exécutif et le législatif sont confondus, sont au même point. Ils sont sous ordre. Vous savez, on a la manie en Afrique d'être le roi qui patronne tout. On n'accepte pas cette séparation de pouvoir. On n'accepte pas qu'il y ait un organe de contrôle. Quand on est président, on est tout le reste. Même les éminents cadres qui sont des techniciens avérés. Ils sont auprès des gouvernants, ils sont auprès du président de la République. Ils n'osent pas dire ce qu'ils doivent faire. Ils n'osent même pas dire voilà comment ça doit être. Vous voyez, lorsque vous voyez tout ça, vous dites mais notre cas fait pitié. Parce que on va créer des règles et des règles. On a encore créé tout récemment la criette. Hein? C'est toujours pour contrôler. Est-ce que cela marche? Non. Il faut de la fermeté. Il faut de la régularité. Il faut de l'ordre. Il faut sévir quand il le faut. Justement, nous avons des institutions, nous créons des règles. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on ne l'applique pas à bon escient. Lorsque vous dites que, vous savez,
quand on agit comme la cour du roi Péto. Rien ne va. La bonne gouvernance suppose un contrôle régulier, une planification. Vous voyez? Mais tout ça, nous avons des instruments. C'est parce qu'on ne les applique pas. Et nous n'avons pas des cadres suffisamment patriotes. Si nous avons des cadres suffisamment patriotes, lorsqu'il y a la dérive, ils doivent pouvoir s'insurger contre ça. Justement, on a comme l'impression qu'en Afrique, on continue de compter sur les hommes pour changer les choses, alors qu'il faut compter sur les institutions. Le président Obama l'avait dit, il nous faut des institutions fortes, pas des hommes forts. Mais écoutez... Je dis qu'il faut rester, disons, objectif. Lorsque vous avez mis 100 ans à voler, à tricher, à trafiquer, si vous voulez commencer par nettoyer l'écurie, on dira que droit de l'homme. Et on dit, ah, droit de l'homme, le droit humain, le droit ceci. Il a droit à ça, il a droit à ça. C'est pour ça qu'il faut aller à dose homéopathique pour nettoyer ce qu'on a mis des années à instaurer. Et je dis ceci. Vous ne pouvez plus aujourd'hui vous asseoir et faire les élections comme vous voulez chez vous. Vous êtes obligé de porter des gants. Alors qu'avant, non. Vous ne pouvez plus aujourd'hui, je dis, je le précise, quand vous faites un budget aujourd'hui, vous le soumettez à la communauté. À la communauté, parce que lorsque vous allez sur le marché financier régional pour chercher l'argent de l'épargnant, vous croyez que vous pouvez aller comme vous voulez? Non. On a commencé par un qui n'existait pas avant. Avant, ça n'existait pas. Avant, celui-ci se lève, il privatise telle entreprise, il chasse un tel, valets locaux, n'est-ce pas, bourgeoisie, comprador, il crie comme il veut, il dégage qui il veut, il met qui il veut. Aujourd'hui, n'est-ce pas, ça ne se fait plus, ça ne se fera plus. Il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Ces progrès-là, aujourd'hui, font que le citoyen est de plus en plus éveillé. Très éveillé. Il regarde attentivement. Donc, on en tient compte désormais. Et c'est pour cela que vous ne pouvez plus être un chef d'État ou un gouvernant et penser que vous n'êtes pas sur la surveillance permanente de l'ensemble des citoyens, de la communauté. Et c'est pour cela que qu'il y ait des complicités entre l'exécutif et le législatif, c'est partout. Aux États-Unis, c'est partout. Mais lorsqu'on parle de la Cour des comptes, c'est des magistrats. C'est des gens qui s'occupent, c'est des techniciens avérés. C'est pas que l'Assemblée va donner 3, le Parlement va donner, le législatif va choisir 3, ceci va chasser 4, ou ils s'entendent dans leur, disons, manière de fonctionner. Ça, c'est normal. Ça, c'est la politique. Mais quand on parle de vérifier les comptes, de s'assurer qu'il y a une bonne gouvernance, on ne parle pas de politique, on parle d'aspect technique. Et c'est pour cela que le droit est de plus en plus renforcé pour qu'on puisse sévir ceux qui sont dans les finances publiques. Vous constaterez que au Bénin, avec beaucoup d'astuces et de malignité politique, cette haute cour de justice était beaucoup plus une arlésienne plutôt qu'un instrument de répression. Ils se sont entendus pour que jamais, à aucun moment, ils n'aillent jamais vers, disons, la haute cour de justice. Ça, c'est des combines. Mais par contre, il faut qu'on arrive à ce que tout ministre que vous soyez, tout individu que vous soyez comme un justiciable classique et normal, pour que chacun aille s'exprimer, se défendre là où il faut. Et c'est pour ça que la Cour des comptes est non seulement nécessaire pour nos enfants de génération à venir, pour que désormais l'ensemble de ceux qui gèrent un espace public ou un pouvoir public comprennent qu'ils ne sont plus en train... Alors, la Cour, qu'ils sont chez eux. La Cour des comptes, elle est nécessaire, mais il nous faut une Cour des comptes forte, une institution forte. Mais M. Badio, comment créer de ces institutions fortes en Afrique? Il faut d'abord que les cadres aient l'esprit patriotique. Parce que, qu'est-ce que nous constatons?
Nous avons beaucoup d'institutions créées qui sont là. Nous avons des institutions qui sont là pour constater, vérifier, réprimer. Tout est là. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est tel que chacun d'entre nous, aux affaires de l'État, pense à lui-même d'abord au lieu de penser au développement du pays. Les gens qui sont appelés à animer les choses, regardez ce que nous sommes dans la cacophonie que nous sommes entre la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le ministère de la Justice, tout ça. Est-ce que ces institutions fonctionnent normalement? Comment cela doit être? Nous ne sommes pas que le seul pays au monde. Nous voyons comment ça se passe ailleurs. Mais dans les pays africains, il y a tellement de tolérance. L'impunité a pris le pas sur la réglementation, sur la rigueur, en fait. Vous voyez, lorsque vous demandez la Cour des comptes, soit ils vont la créer, mais quand nous n'avons pas la Cour constitutionnelle avant, une fois qu'on l'a créée, ça c'est bien quoi depuis 90, hein? À dérégler, à régler, à dérégler à tout moment. Nous ne savons pas où nous en sommes aujourd'hui. Hein? Il y a des réactions qui nous laissent perplexes de ces institutions d'État, des réactions que nous attendons et que nous ne trouvons pas. Finalement, tout le monde est las, on ne sait plus quoi faire. Il faut maintenant vraiment de la rigueur. Vous voyez au Nigeria, regardez le président Buhari. Il faut lui donner un exemple. Il lutte contre la corruption. Et sérieusement. Si bien que le peuple est derrière lui. Tout le peuple. Le peuple en réalité, pas ceux qui gouvernent. Lorsqu'il est arrivé que Buhari soit malade, tout le peuple priait pour lui. Pour qu'il ne lui arrive rien. Parce que nous voyons le fruit de sa lutte contre la corruption. Nous voyons ce qu'il fait. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on lutte contre la corruption en Afrique, mais les fruits, on ne les voit pas. On ne lutte pas contre la corruption. On fait des règlements de compte. Il faudrait vraiment la lutte contre la corruption. Mais quand bien même les corrompus sont de votre côté, vous qui gouvernez, vous devez pouvoir les prendre et les sanctionner. Parce que le peuple n'est pas con. Surtout ici au Bénin. Le peuple est tellement intelligent qu'il voit clair dans ce que vous faites. Même si vous faites des simagrées, on constate. On peut ne pas avoir la force de contrer la chose. D'accord, mais nous voyons. Et il ne faut pas que ce soit un perpétuel recommencement. Il ne faut pas que ce soit du revanchardisme à tout moment. Non, il faudrait qu'on lutte vraiment contre la corruption. Nous savons ce pays, nous voyons dans ce pays, pauvre comme le nôtre, comment les fonctionnaires deviennent riches. Ils n'ont jamais été hommes d'affaires, ils n'ont jamais été dans une affaire privée, et ils deviennent riches du jour au lendemain, et ils ne s'inquiètent pas. Même l'État, personne ne leur pose des questions. Rien que pour les signes extérieurs de richesse, on devait les interpeller. Ce qui n'a jamais été dans nos pays africains. Je suis passé un peu partout, que ce soit le Bénin, la Côte d'Ivoire, surtout dans les pays francophones. Vraiment, nous avons les institutions créées, mais on ne les applique pas. Et celui qui vient au pouvoir, il n'est omnibulé que par... il veut pérenniser, il veut rester pour longtemps au pouvoir, alors il ne pense à rien que comment garder son pouvoir. Alors, et c'est ça qui nous fragilise. Nous voulons des institutions fortes. Est-ce que cela ne passe pas par également une veille citoyenne avertie et accrue? Mais la situation en Afrique est telle que dans plusieurs pays africains, le taux d'analphabétisme est de l'ordre de 70%, voire plus. L'éducation est-elle une solution pour aller à la bonne gouvernance? Avant de répondre à votre question, il est important qu'on se comprenne par rapport à la situation à ce niveau-là. Vous savez, ce qui est important, ce dont on parle ici, vous avez les instruments politiques, la gestion de la cité. Ça, c'est à part, dans lequel vous trouvez les intrigues politiques. Ça existera toujours, quel que soit celui qui vient au pouvoir. Quel que soit. Vous avez ici, quand on parle de bonne gouvernance, c'est la gestion saine des finances publiques. C'est deux instruments différents.
qu'il y ait des structures politiques, ça c'est normal. Est-ce que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas? À la fin de votre mandat, les électeurs vous sanctionnent. Ça, c'est là la sanction. Mais quand on parle de la finance publique, des ressources de tout un peuple, dont vous avez la charge de la gestion, la loi a fixé comment est-ce qu'on le gère et a mis en place l'orthodoxie nécessaire pour la finance publique et a mis en place l'orthodoxie nécessaire pour la finance d'une entreprise. Sur cette base, il se fait que très souvent, au niveau du Bénin et de beaucoup de pays, ils ont plus de problèmes économiques que politiques. Mais tout le monde est friand à aller s'occuper de l'aspect politique. Dans le cas d'espèce ici, lorsque vous avez énormément de gens qui sont analphabètes, dont le niveau d'éducation n'est pas élevé et n'est pas aguerri, vous avez cette classe d'intellectuels qui trompent, trichent, trompent la religion de l'ensemble de la population à leur profit uniquement pour qu'ils puissent se faire élire. Et c'est pour ça que désormais, nous avons considéré, et j'y ai contribué pendant de longues années, à faire en sorte qu'on sépare les politiques, Cour constitutionnelle, Assemblée nationale, tout ça, et que les finances publiques fassent l'objet d'une surveillance plus accrue et séparée. Ce qui fait que les institutions qu'on met en place, qui doivent se mettre en place aujourd'hui, portent leurs fruits d'une manière progressive. Parce que pourquoi? De plus en plus, nos pays font appel à l'épargne publique. Je crois que je vais intervenir. Et cette épargne publique-là, vous dites, vous lancez à la bourse. Vous dites, moi, d'ici 10 ans, je vous offre un intérêt de 7%. S'il vous plaît. On regarde les différents éléments auxquels vous devez. Sinon, vous n'aurez pas accès à cette épargne-là, parce que ça pourrait créer beaucoup de problèmes par rapport à cela. Et il y a des gendarmes qui suivaient tous les différents éléments. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la gabégie au sein des hommes politiques, des partis politiques. Des hommes politiques, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de séparer le politique. C'est que progressivement, n'est-ce pas, on est en train de faire comprendre à ceux qui sont intéressés par le monde politique que désormais, la sanction serait désormais au rendez-vous. La sanction serait au rendez-vous. Ça reste toujours à l'étape. Il y a une chose, il faut comprendre que la bonne gouvernance, il y a plusieurs critères qui y contribuent. Allez-y. Il y a ce que nous appelons la planification. Il y a le fonctionnement de toutes les institutions de la République. Il y a la séparation des pouvoirs. Tout cela contribue à la bonne gouvernance. C'est-à-dire, vous êtes dans un état de veille par rapport à ce que les gens font. Et lorsque tous ces éléments sont là, même si on y ajoute la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes aujourd'hui, ça ne variera pas tant qu'on ne sera pas dans le cadre normal de la bonne gouvernance. Le cadre normal de la bonne gouvernance, qu'est-ce que vous entendez par là? Le cadre normal de la bonne gouvernance, c'est la bonne gestion des institutions de l'État, c'est la liberté syndicale, c'est la lutte contre la corruption, c'est la séparation des pouvoirs, c'est tout un tas de choses qui contribuent à la bonne gouvernance. Tous ces concepts resteront de la théorie tant que la population, on aura toujours une population à 70 voire plus analphabète. Non, il ne faut pas passer par là. Non. Nous savons que ceux qui dirigent, ceux qui ont la gestion de l'État en main, ce n'est pas la population. Au contraire, lorsque vous gérez bien le pays, ça va rapporter des fruits, ça va évoluer et on aura de moins en moins d'analphabètes parce qu'on créera des écoles. Le fruit de la bonne gouvernance, c'est de pouvoir avoir des ressources pour, à la fin, pour créer des écoles, pour créer des hôpitaux, pour créer des routes. Lorsque ce n'est pas bien géré, on ne s'occupe pas de tout ça. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la bonne gouvernance, dans nos États africains, il y a une carence de la gouvernance. Tout le monde le sait. Il y a une carence. Mais comment mettre fin à cette carence? Mais il faut d'abord que nous, les Africains, nous changeons de mentalité. Je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance de servir en plusieurs horizons. Mes premiers pas aux Nations Unies, j'ai eu des Américains et des Européens comme patrons. J'étais à l'aise. Mais quand j'ai eu mes frères africains comme patrons, alors là, décrescendo. Parce que les Africains, le commandement, ils ne le savent même pas.
ils croient que c'est... Ils s'inventent ça dans leur tête. Et ils y restent. Et lorsque quelqu'un est au pouvoir en Afrique, il croit qu'il doit y rester éternellement. Et les gens l'applaudissent. Lorsque celui-là veut rester éternellement, il faut bien qu'il utilise des gens pour le maintenir. Tout cela, s'il n'y participait pas, il va s'en aller. Pour qu'il soit là, il faut des gens avec lui. Et c'est ce que nous assistons ici. Même quand le peuple crie « j'ai faim », il y a des gens qui continuent de soutenir le roi. Et ça ne va pas. S'il faut changer, il faut que chacun de nous soit conscient que pour que le pays avance, il faut que nous ayons l'esprit patriotique et que nous soyons absolument professionnels. Tant que nous ne voyons pas ça et que nous voyons nos petits intérêts comme ça, comme nous voyons aujourd'hui, ça n'avance pas. Alors, nous sommes presque à la fin, le temps est vite passé. Finalement, j'ai écouté vos explications, vos analyses. Je suis finalement tenté de croire que la bonne gouvernance reste une condition non seulement nécessaire, mais aussi suffisante pour aller au développement durable. Lorsque vous avez la charge de la gestion de l'intérêt général, vous ne devez pas être un épicier. Vous ne devez pas être un trafiquant. Et il suffit que l'intérêt général est confié à 2 corps de métier. Aux fonctionnaires qui ont la charge de la gestion quotidienne et aux élus qui y viennent. C'est la collusion qui est entre ces 2 corps de métier qui font que la bonne gouvernance ne fonctionne pas au niveau de l'intérêt général. J'ai mon entreprise, je regarde, moi, l'intérêt personnel, c'est ce qu'on me demande, mais il faut que je paye mes impôts. Je dois avoir de payer mes impôts. Mais lorsque je prends l'intérêt général, ça veut dire que je gère les ressources de la nation. Et depuis la nuit des temps, on a défini comment cela fonctionne. Mais ceux-là, la collusion n'a lieu généralement qu'entre ceux qui ont la charge au quotidien et ces élus de tous les 5 ans ou de tous les 7 ans qui viennent au pouvoir, qui sont leurs patrons. Comment mettre de l'ordre dans ces 2 corps de métier? Allez-y. Pour que l'un ou l'autre... Et c'est pour cela que nous avons commencé à mettre des instruments qui ne sont plus sous leur contrôle. Et de manière progressive. Pour qu'ils sachent désormais qu'ils ont des comptes à rendre. Pas seulement à déposer un budget à l'Assemblée, reddition des comptes, et puis on regarde, bon, on a validé, puis c'est entre eux, hein, ils se comprennent, on a validé, c'est parti. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est d'avoir d'autres corps de contrôle qui font la surveillance, hein, c'est-à-dire les critères de convergence à respecter, sur le plan social, sur le plan... Parce que pourquoi, M. Crépy? Très rapidement, 1 minute. Très rapidement. Tous ces acteurs-là vont chercher l'argent qui se trouve aux finances publiques et cherchent à se le partager. Mais comment les priver ou les amener à utiliser ces ressources financières à faire fonctionner l'ensemble des structures de l'État. C'est tout. Alors, ça reste un processus de longue haleine, la bonne gouvernance. Oui, très longue haleine. Une minute, nous sommes à la fin. Mettre les institutions en place, ce n'est pas ça le problème. C'est que la politique a pris le pas sur la technique. Justement, comment faire pour que la politique ne prenne plus le pas sur la technique? Comment faire? Il faut qu'il y ait du patriotisme. Il faut qu'il y ait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que la politique reconnaisse... Comment faire entendre patriotisme? D'abord, ça dépend. On dit, une structure ne vaut que ce que valent les individus qui l'animent. Si vous mettez des gens qui sont avec un esprit patriotique, ils feront du bon boulot. Mais si vous prenez des gens qui sont là pour leurs propres intérêts, vous êtes sûr de passer à côté. Ce sera votre mot de fin et je constate que l'éducation a une fois encore un très grand rôle à jouer dans la bonne gouvernance. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Raoufi Badiro, administrateur civil à la retraite, ancien fonctionnaire du programme des Nations Unies pour le développement. Henri Gouton, spécialiste à l'exportation et en développement du secteur privé, président du Conseil national pour l'exportation CNES au Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes explications et
analyse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Vous pouvez également suivre ce numéro d'Espace Éco sur notre site www.sicatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.